Chers téléspectateurs de JMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui Jean-Pierre Dupont, Camerounais, surdoué, français, ghanéen, je ne sais pas, citoyen du monde, comme on le dit très souvent, un homme que... Ivoirien aussi. Ivoirien également, bon, ben, mais il voit... Oui, parce qu'à Oui, la parce ville, qu'il a épousé une Ivoirienne. à la ville, ouais, une Ivoirienne née en France, dans les Yvelines, mais qui a la particularité d'être la nièce du président Laurent Gbagbo. Wow, que coquin de sort. Et c'est formidable ça. Hein? Président Laurent Gbagbo qui de temps en temps regarde les programmes de JMTV+. Quelqu'un de formidable que j'ai rencontré samedi 8 décembre 2007 au sommet des chefs d'État européens et africains de Lisbonne. Je peux vous dire que les 20 minutes de conversation qu'il m'avait accordées, seul à seul, sans le protocole, m'avaient édifié. Voilà, il faut le dire. Je peux vous dire que vous aviez eu de la chance parce que si vous l'aviez rencontré à Abidjan, il ne vous aurait pas lâché parce que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui vit essentiellement de nuit. Alors, si vous hasardez à aller le voir à 21h, il vous garde jusqu'à 5h du matin. Parce que vous avez Alors, faites en sorte que j'aille le rencontrer. J'ai l'impression que les Ivoiriens ne veulent pas qu'on rencontre Laurent Gbagbo. J'aimerais bien aller le rencontrer un de ces jours. J'en ai parlé avec Charles Bligoudi, dont j'ai le numéro, mais ça ne s'est pas encore fait. Voilà. Oui, donc, Gbagbo est dans un contexte assez particulier. Vous comprenez très bien qu'il est astreint en ce moment à un devoir de réserve. Il n'est pas tout à fait libre des mouvements et je ne fais pas d'autres commentaires, mais vous comprendrez. Très bien. Il vaut mieux pas sur ce plateau en ce moment. Bon, on passe au bonjour à Charles Bligoudi, à Laurent Gbagbo, qui de temps en temps regarde nos programmes, ça je le sais. Alors, Jean-Pierre Dupont, pourquoi j'ai voulu vous avoir sur ce plateau aujourd'hui? C'est parce que vous venez de commettre un acte qui pourrait, sous d'autres cieux un peu obscurs, être répréhensible. Vous avez déposé une plainte contre les membres du gouvernement camerounais à quelque part. Pouvez-vous nous en parler? Oui, écoutez, il faut d'abord préciser les choses. Je n'ai pas porté plainte contre les membres du gouvernement camerounais, j'ai porté plainte contre Paul Biya. Paul Biya et son entourage le plus immédiat. Et je leur ai porté plainte individuellement pour que ma plainte ne soit pas rejetée, pour qu'elle ne soit pas dite non recevable. Alors, comment ça marche? On ne peut pas, un individu, ce qu'on appelle personne physique, ne peut pas porter plainte à un chef d'État escalité ou à un État, à une corporation ou à un parti politique. Tout comme je ne peux pas porter plainte à votre chaîne de télévision en tant que chaîne de télévision, mais je peux porter plainte à Jackie Moifo en tant qu'individu y travaillant. Donc c'est ça la nuance. Parce que voilà, donc, parce qu'il y a des gens qui mélangent un peu tout. Ils confondent la Cour internationale de la justice, qui est ce qu'on appelle, qui fait partie du système des Nations Unies, au même titre que l'UNICEF, l'UNESCO, le PNUD, le HCR, et j'en passe. La Cour internationale qui a son siège à Genève, je crois bien. Non, non, à La Haye aussi. À La Haye aussi. À La Haye aussi. C'est là qu'il y a la confusion. C'est-à-dire, vous avez la Cour internationale de justice. Son rôle est de statuer sur les disputes, sur, comment on appelle ça déjà, les contentieux opposant les États. Exemple, quand il y a eu cette histoire entre le Nigeria et le Cameroun au sujet de la péninsule de Bakassé, la plainte a été posée à la Cour internationale de la justice. Et ça s'est passé à La Haye. Voilà. Ah, d'accord. Je comprends. En 2012, j'accompagnais une délégation à La Haye et j'avais assisté aux 15 premières minutes du contentieux entre la Belgique et le Sénégal. La Belgique a joint le Sénégal d'extrader Hissène Habré. Tout à fait. J'avais eu le droit de filmer la première partie. Voilà. Et puis, il faut parler de la Belgique. Je vais revenir dessus parce que c'est un aspect de ce qu'on appelle le caractère universel de la compétence juridique belge. Je reviendrai dessus parce que ça a un rapport avec le Cameroun par rapport à la liste que j'ai publiée. C'est très bien que vous ayez embrayé dessus, ça me permet une transition. Mais donc, il y a la Cour internationale de justice basée à La Haye et qui fait ce qu'on appelle le système des Nations Unies. Vous avez la Cour pénale internationale qui ne fait pas partie du système des Nations Unies, qui a vu le jour en 1998 à Rome. À Rome, oui. Mais quand on dit traité de Rome, il faut bien préciser que quand on parle de traité de Rome, il faut parler de sa relation avec la CPI. Parce que Rome a eu beaucoup de traités. Le traité qui a donné naissance à la Communauté économique européenne, plus tard devenue Union européenne, c'était en 1957.
Voilà. Oui. Voilà. Vous avez aussi beaucoup d'autres traités qui ont vu. Donc, quand on dit traité de Rome, Tout se passe à Rome, hein, comme si tout chemin menait au Rome, quoi. pas forcément parce que, en compte exemple, je pourrais vous citer la Convention de Genève 1956 relative au droit d'asile, etc. Donc, il y a pas mal de choses aussi qui se passent à Genève. Mais il y a aussi eu Rome. Voilà. Mais si vous regardez dans les conventions internationales, il y a pas mal de choses qui sont passées à Genève aussi. Et même moment, je peux vous dire Vienne, en 1962, le traité qui garantit la non-violabilité ou alors la réciprocité de la non-violabilité de l'immunité diplomatique. Ça s'est passé en Autriche, à Vienne. Donc, vous avez plusieurs traités comme ça, mais ça dépend de quoi vous vous référez. Mais quand les gens s'amusent à dire le traité de Rome et ils se taisent, ça prête à confusion parce qu'il y a plusieurs traités de Rome. Il faut donc spécifier que quand on parle du traité de Rome, c'est celui qui a servi d'arte juridique de la création de la Cour pénale internationale en 1998. Et là encore, il faut faire une autre nuance. Parce que vous avez des gens qui vous disent, mais non, la Cour pénale internationale n'a pas de juridiction au Cameroun parce que le Cameroun n'est pas État parti. Alors, État parti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ratifié ou vous n'avez pas ratifié. Mais le problème, c'est que le Cameroun est signataire de cette convention, de ces traités. Le Cameroun En a signé 98, le 17 juillet. 17 juillet 98. 98. 98. Voilà. Tout à fait, oui. Le Cameroun a signé le traité de Rome le 17 juillet 1998, mais ne l'a pas ratifié. Donc, n'est donc pas ce qu'on appelle État parti. Donc, techniquement, vu comme ça, la CPI n'a pas de juridiction au Cameroun. Sauf que, même si elle ne fait pas partie du système des Nations Unies, elle peut recevoir des injonctions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a, en anglais on dit override, qui a une espèce de droit de veto. Voilà. Donc, c'est la nuance qu'il faut apporter. Mais j'ai donc porté plainte au président camerounais en tant qu'individu. Et je lui ai porté plainte en relation de trois chefs d'accusation. Génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Et son entourage immédiat. Voilà. Mais j'ai publié une autre liste et où les gens m'appellent pour me dire, mais ce n'est pas exact. Il ne s'agit pas de ça. Les gens qui sont sur cette liste-là, comme ils font partie du gouvernement, mais de l'entourage immédiat du président camerounais, la Belgique, vous parliez tout à l'heure, la Belgique a, depuis l'histoire du Rwanda, quelque chose qu'on appelle une justice à compétence universelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, même si vous ne vivez pas en Belgique, même si le crime n'a pas été commis en Belgique, vous pouvez porter plainte à un tribunal belge en suivant ce qu'on appelle la jurisprudence du Rwanda. Parce que rappelez-vous que lorsqu'il y a eu des massacres au Rwanda, 10 casques bleus belges ont été tués. Voilà. Et puis la Belgique a la même relation que l'Allemagne avec le Cameroun. Parce que vous savez, quand la Belgique, le Rwanda, le Burundi, je crois, Namibie, étaient les anciens protectorats allemands. Et la Belgique a pris le relais, comme la France a pris le relais au Cameroun. Voilà. Donc, la Belgique avait une histoire particulière avec ce qui s'est passé au Rwanda. Donc, c'est de là où est partie la notion dite de la compétence universelle de sa justice. Voilà. Rappelez-vous très bien de l'ancien dictateur du Chili, Pinochet. La plainte avait été posée contre lui en Belgique et il s'était amusé à venir à Londres en décembre 1998. Son avion avait été immobilisé à Londres pendant des mois et il était gardé à vue parce qu'il était sous la menace d'une extradition vers la Belgique en vertu de cette compétence dite universelle. Alors, la liste que vous avez vue des dirigeants camerounais, ils ne sont pas recherchés. C'est-à-dire l'astuce que nous avons faite, une fois la plainte déposée à la CPI et on nous a indiqué qu'elle était recevable et que les personnes citées dedans avaient été informées, parce que c'est le principe du droit. Si vous me portez plainte, il faut bien qu'on m'informe que voilà, il y a M. Jacques Bois qui vous a porté plainte. Sinon, c'est nul. Vous allez au tribunal et il y a une fiche de procédure. Donc, ils ont été informés. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que nous avons fait dans le même temps? Nous avons saisi la Belgique pour leur dire, écoutez, nous avons porté plainte à ces messieurs pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. S'ils passaient chez vous, essayez de les interroger. Voilà. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient condamnés. S'ils sont condamnés, nous allons remercier le ciel. Mais nous cherchons à les dissuader de mettre pied. Parce que s'ils mettent pied en Belgique, on peut les interroger. C'est une éventualité.
Donc, c'est cette menace Mhm. qui nous sert de Et dissuasion. s'il mettait pied en France? Et s'il mettait pied en France? C'est la même chose. Je vous explique. C'est la même chose. La Belgique a ce principe. La France ne l'a pas, certes. Mais si nous prolongeons le raisonnement, la Belgique a des relations, ce qu'on appelle les relations d'enquête judiciaire avec le Benelux, enfin le Benelux, c'est-à-dire le Luxembourg et la Hollande. Donc, si on vous recherche en Belgique, ne vous amusez pas à aller au Luxembourg ou en Hollande, parce que c'est la même chose. Bon, la Belgique est membre de l'Union européenne. Elle a des accords aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle la Cour européenne des droits de l'homme. Elle coopère avec la France. Donc, si la Belgique a besoin de vous entendre et que vous vous amusez à aller en France, c'est ce que la Belgique avait fait pour Pinochet. Quand on a arrêté Pinochet à Londres, les Anglais ne lui reprochaient absolument rien. Mais ils étaient obligés de répondre à la demande d'entraide juridique formulée par les Belges. Et en France, c'est la même logique. Membre communautaire. Tout à fait. Donc, en France, c'est la même logique. Donc, s'ils viennent en France et que nous sommes au courant, nous allons juste dire aux Belges que, tiens, il y a monsieur Moifo que vous recherchez, il est à Paris. Ils vont dire, bon, vous avez. Alors, on va indiquer aux Français, mais tiens, ce monsieur, nous voulons l'entendre. Vous n'avez encore rien fait, vous n'avez pas commis des crimes, vous êtes jugé, enfin, innocent jusqu'à la preuve définitive de la manifestation de votre culpabilité, au-delà du doute raisonnable. Mais on veut vous entendre. Mais ce qui nous arrange, nous, c'est qu'une fois qu'on met la main sur un de ces messieurs, nous allons là-bas exiger des choses, c'est-à-dire que des petits interviews policières, ça peut souvent durer 6 semaines. Entre-temps, vous êtes sous contrôle, comment ils appellent ça, vous êtes sous contrôle judiciaire et pas autorisé à quitter le territoire européen. Voilà, confiscation de passeport. Toutes ces vexations, ça nous plaît. Ça nous plaît de voir les tyrans être traités comme ça. Mais nous avons bien fait attention de ne pas mêler le Premier ministre camerounais et le ministre camerounais des Affaires étrangères. Pourquoi? Pourquoi? À cause de leur immunité de fonction. C'est-à-dire que, compte tenu de la Convention de Vienne, protégeant l'inviolabilité de l'immunité diplomatique, si on s'amuse à les attaquer, parce que l'un est le chef du gouvernement, et il est à tout moment, celui qui est ministre des Affaires étrangères, même quand il est en pyjama, il reste ministre des Affaires étrangères tant qu'il est en fonction. Voilà. Donc, si nous, on s'amusait à faire ça, et on allait rejeter notre plainte, et puis, comme les autres sont solidaires d'eux, vous savez, tous les gouvernements de l'Inter ont les principes qu'on appelle la solidarité, collégialité. C'est comme si on faisait écouler tout un pan d'un jeu d'échecs. Voilà. Donc, nous, on n'a pas touché à ces gens-là. Nous avons indexé les autres membres du gouvernement, pas parce qu'ils appartiennent au gouvernement, mais en tant qu'individu, pour que notre plainte puisse tenir la route. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a publié cette liste. La Belgique ne leur reproche rien. La Belgique veut les entendre. Ce n'est pas parce que vous avez porté plainte à quelqu'un que la personne est faussement fautive. Mais nous, ce que nous recherchons à faire, c'est deux choses. Un, c'est de les nuire au maximum. De deux, montrer aux autres, c'est-à-dire c'est l'effet dissuasif, montrer aux autres que vous ne pouvez pas commettre des crimes horribles de cette nature et puis vous restez impunis. C'est-à-dire que vous allez payer. Donc c'est l'effet dissuasif aussi qui est recherché. Parce que quand on les punit pas, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Je ne sais pas si vous avez eu des images horribles. Voilà. J'ai à l'esprit l'image de cette petite fille, moins de 2 ans. Pourquoi je l'appelle fille? J'ai pu dire que c'est une fille parce qu'il n'y avait que son sexe. La tête était bousillée. Cette image m'a hanté des nuits entières. Vous êtes papa comme moi. C'est inimaginable. Ça ne doit pas se produire au XXIe siècle. Donc, il faut que les gens sachent que si vous vous amusez à commettre des actes d'une telle monstruosité, vous allez répondre. Vous allez répondre de vos actes, tôt ou tard. Une plainte similaire a été déposée en France par une autre fraction. Je suppose que vous êtes au courant. Pas spécialement, quelqu'un m'en a parlé. Mais ce que je peux dire, ce n'est pas mauvais de le faire. Mais avant de porter plainte, il faut regarder la compétence de l'instance où vous déposez votre plainte. Porter plainte en France, ce n'est pas mauvais du tout parce que si la plainte vise à la même chose que nous, c'est parfait. Parce que quand les Belges vont être alertés que ce monsieur-là, et on va dire aux Français, mais écoutez, ces messieurs ont porté plainte. On a porté plainte contre ces individus en votre sol. Donc, c'est vous, hein? Voilà, donc, ce n'est pas, c'est très astucieux ceux qui ont porté plainte en France. Ce n'est pas mauvais du tout. Parce que tout ce qui peut converger
à nuire cette dictature est tout à fait le bienvenu. C'est-à-dire que personne n'est jamais de trop à entreprendre quelque chose contre ces gens-là. Donc, s'il y a une plainte qui a été déposée en France, même si ce tribunal n'était pas compétent, il pourrait toujours reverser la plainte à d'autres instances. Mais si la plainte a été reçue, c'est bien que les autorités françaises estiment que, quelque part, ils ont une certaine compétence à traiter d'elle. Très bien. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques minutes après une petite page de pub, car c'est la pub qui nourrit la maison. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Vous êtes toujours sur JMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui Jean-Pierre Dupont, citoyen camerounais, français, suédois, ivoirien. J'ai envie de lui demander quelle nationalité il ne possède pas. Il doit être aussi allemand, je ne sais pas quoi. Jean-Pierre Dupont. Nous allons parler d'un fait que vous aviez posé il y a un an environ. Vous aviez essayé d'investir le professeur Maurice Kamto comme étant président de la République du Cameroun, un projet mort-né. Je pense qu'à l'époque, vous et moi, on en avait parlé. Comment cette idée vous était-il venue? Ben, je me suis servi de, comment on va dire ça, de la jurisprudence ivoirienne, où Laurent Gbagbo a gagné les élections. Il a été reconnu et intronisé président par le Conseil constitutionnel ivoirien, qui est l'instance juridique suprême du pays, comme en France. Et vous connaissez la suite, Alassane Ouattara s'est autoproclamé, etc. Voilà, il y a eu ce... Nicolas Sarkozy a choisi d'installer Alassane Ouattara. Voilà, son ami, voilà. Et donc, il y a eu ce précédent-là. Dans le cas du Cameroun, j'avais pensé, parce que c'est l'époque où le professeur Kamto était en détention avec ses amis, et je suis membre du Parti conservateur britannique au pouvoir en ce moment. Et puis, j'habite à 2 enclaves de Boris Johnson, j'habite à Osbridge. Il est député de ma circonscription. À l'époque, il n'était pas Premier ministre, il était, je crois, ministre des Affaires étrangères. Et donc, je l'avais approché pour expliquer le cas du professeur Kamto en expliquant la problématique anglophone. Et il m'avait donc envoyé voir un de ses adjoints qui m'avait demandé, mais sur quoi est-ce que nous nous basions, sur quel élément concret nous nous basions pour déclarer Kamto élu, alors que le Conseil constitutionnel camerounais avait, voilà, etc. Et puis nous avons, j'ai donc évoqué le précédent ivoirien en disant que le président du Conseil constitutionnel camerounais était un monsieur en retraite, membre du parti au pouvoir, qu'on est allé chercher pour les besoins de la cause, etc. Et donc quelqu'un m'avait proposé, me dit, ben, essaie de faire un truc, un échantillon élargi au sein de la communauté camerounaise et pour pouvoir. Donc, j'avais, à partir de ma page Facebook, organisé une consultation. C'est-à-dire qu'en plus de mes amis, mes 5 amis auxquels j'ai droit sur Facebook, je suis suivi par beaucoup de gens. Donc, j'avais organisé une consultation à laquelle avaient pris part 750 000 personnes. Parmi ces 750 000 personnes, il y a eu 3 votants billard. Une fille du Nord et puis 2 autres garçons du Sud qui avaient voté billard. Tout le reste avait voté Kamto. Alors, j'avais donc pensé, en consultant certains avocats qui s'occupent des questions de l'arbitrage international, etc., de faire une investiture, c'est-à-dire de passer en force. Parce qu'un dictateur ne va jamais vous donner le pouvoir de lui-même. Donc, de passer en force, mais en faisant un habillage juridique. On se serait retrouvé à Paris le 14 octobre. Chacun viendrait. Les gens avaient répondu massivement. Certains m'avaient dit qu'ils avaient déjà réservé des hôtels et tout. On se serait retrouvé à Paris et on allait investir Kamto président. Mais on allait l'investir pourquoi? Parce qu'en droit, s'il est élu président, ça veut dire qu'il tient sa légitimité du peuple camerounais. Du peuple. Voilà. Mais physiquement, il est empêché. Il est empêché, il est en prison. Mais comme il est en prison, nous reprenons la souveraineté que nous lui avons donnée au moment où nous lui avons accordé notre scrutin
Et nous venons dire, voilà, au monde entier, M. Kamto, nous l'avons désigné comme président. Et il est empêché d'exercer la plénitude du mandat que nous lui avons conféré par la force. Donc nous le déclarons et le reconnaissons président en attendant qu'il sorte de son empêchement physique. Voilà. Donc, c'est une procédure tout à fait courante dans le droit international. Donc, c'est ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas, moi, je ne voulais pas que M. Kamto se retrouve dans la banalité d'un autre opposant africain qui a gagné des élections, mais je ne voulais pas un scénario à la Jean Ping. Donc, parce que le drame dans ces cas, c'est quand on vous banalise, on s'habitue et puis bon, voilà, on trouve ça normal. Mais il fallait passer à la phase d'après. Et nous nous retrouvons là aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'avais pensé. Mais bon, apparemment, certaines personnes ne m'ont pas compris. Ça s'est parti dans tous les sens. Et ben, on en est resté là. Le projet fut d'ailleurs morné car, hors mes discussions sur les réseaux sociaux, rien d'autre, rien de concret n'a jamais été posé comme acte. Alors, il était important qu'on revienne là-dessus aujourd'hui pour vous comprendre, car les téléspectateurs de GMT+, ne vous avaient pas écouté à l'époque, ce fut un peu compliqué. Et il y a une autre question, la dernière, sur laquelle je souhaite vous entraîner. Vous vous considérez comme combattant, je suppose, ou résistant. Vous vous considérez comme étant quoi? Ben, moi, je me considère comme un opposant en exil et un résistant. Mon combat contre ce régime est antérieur à l'élection présidentielle d'octobre 2018. En 2008-2009, j'avais créé un parti qui s'appelait le Congrès national africain. Si vous parlez à votre consoeur Ejenine Jiki, qui était à l'époque African Number One, elle m'était arrivée. J'ai donné plusieurs interviews à RFI également sur le sujet avec Juan Gomez. Et donc, mon combat est antérieur. Étudiant en France, j'avais milité au sein de SOS Racisme. C'est un projet que c'est François Mitterrand qui avait demandé à Julien Drey de faire quelque chose de réfléchir. Il en avait parlé à Jean-Christophe Cambadélis et à Isabelle Thomas qui était une amie. Et donc, on a lancé le projet de SOS Racisme. Donc, j'avais milité au sein de SOS Racisme. J'avais connu des gens comme Fodé Silla. Et puis, il y avait voilà, Harlem Désir. Voilà. Donc, ça, c'est l'époque. Voilà. Dominique Soko, je l'ai découvert il y a 5-6 ans. D'ailleurs, il fait du très, très bon travail, mais je ne le connaissais pas à l'époque. Donc, je vous parle de cette époque. Voilà, je vous parle de cette époque-là. Mais ensuite, on a eu. Nelson Mandela était encore en prison. On était dans ces mouvements de protestation. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres cas, quand il y a eu l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Donc, ce n'était pas les mouvements des Camerounais, c'était les mouvements de tous les Africains qui s'opposaient à des situations. Voilà. Et à un moment, c'était la guerre entre le Tchad et la Libye, etc. Mais pour revenir sur le Cameroun, je me considère comme un opposant en exil, mais un combattant et un résistant. Mais quand il y a eu l'élection... Combattant, résistant, on observe de l'extérieur que entre vous, qui vous considérez comme étant combattant et résistant, il y a beaucoup de combats internes. Comment peut-on combattre un régime lorsqu'on se combat entre soi en s'appelant combattant et résistant? Mais écoutez, je ne vais pas parler à la place des autres. Moi, je parle à mon nom. Et en ce qui me concerne, j'ai un parti politique qui s'appelle le Front Patriotique Camerounais. Ce parti n'a aucune espèce d'existence légale au Cameroun et pour cause. Parce que vous n'allez pas combattre une dictature et lui demander de reconnaître votre existence. Ça ne tient pas. Parce que lui demander ça, c'est déjà reconnaître sa légitimité. J'étais en train de vous dire que mon combat, mon engagement politique est antérieur à l'élection d'octobre 2018. Pas bien compris, pas bien compris. Voilà. Quand Kamto... Non, je situe les choses. Quand Kamto est venu ici en 2015 pour faire campagne, je ne le connaissais pas. C'était un garçon que j'avais accueilli ici dans les années 90, à l'MB, qui est entrepreneur, qui m'a appelé pour me dire, écoute, il y a Kamto qui vient le rencontrer. Je lui ai dit, non, ça ne m'intéresse pas parce qu'il a été ministre de Paul Biya, parce qu'en 2011, il était dans le gouvernement quand il y a eu l'élection, etc. Voilà. Donc, j'avais ces préjugés. Je n'avais jamais entendu le timbre de sa voix, mais je l'avais mis, je l'avais catégorisé, et puis je l'avais mis, je dis, bon, on en a eu, parce que vous savez, nous, on a eu l'UNDP au Nord,
On a eu des gens comme le Boubabel Magari qui, à un moment, avaient raflé la mise aux élections et il est allé à la soupe. Donc, je me suis dit, bon, voilà encore un autre. Je dis, je ne vais pas le rencontrer. Et quand il y a eu l'élection, peu avant l'élection, c'est un ami qui me dit, écoute, regarde quand même son programme. Bon, j'ai jeté un coup d'œil et je n'en croyais pas ce que je lisais. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas manifesté depuis? Nous attendions ça depuis des années. Quand j'ai lu son programme, je dis, mais ce type, on doit lui porter plainte. Parce que pourquoi il ne s'est pas manifesté? Parce qu'il a dans le chat. Ben oui, je dis, mais attends, il a fait autant de choses. Vous aimez les plaintes, Jean-Pierre Dupont. Hein? Vous aimez les plaintes. Mais oui, nous vivons dans des états de droit. Et la seule façon de porter son mécontentement quand on s'estime lésé, c'est de suivre la loi. C'est de faire. Parce que quand on vit dans un état de droit, il y a ce qui est autorisé, il y a ce qui est permis et il y a ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, moi, je fais les choses dans le cadre de la loi parce que nous sommes dans un état de droit. Si on était dans une dictature, on dit que quand l'injustice devient la norme, la désobéissance devient la règle. Donc, voilà. Mais en attendant, nous sommes dans des états de droit. Donc, je ne connais pas. Alors, vous avez lu son programme, mais vous avez aimé ce que vous avez lu. Oui, j'ai lu un point de son programme, j'ai beaucoup aimé. Et donc, quand il y a eu. Donc, j'ai commencé à battre campagne sur Internet, m'adressant aux Camerounais, j'ai dit votez pour lui, peu importe qui s'appelle Maurice, qui s'appelle Camto. Ne regardez pas le messager, regardez le message dont il est porteur. Voilà. Donc, on a commencé à battre campagne, appeler les gens dans mon village, aller voter, voilà, etc. Ce type va ouvrir. Donc, ensuite, il y a eu ce qu'il y a eu, le hold-up électoral. Donc, j'ai dit, nous mettons de côté nos différences partisanes et nous convergeons pour porter ce monsieur au pouvoir parce que ça va ouvrir la route, ça va libérer les choses, les énergies, etc. Voilà. Mais les luttes d'ego auxquelles vous faites allusion, d'ailleurs, je devais passer chez vous, je crois que c'était le 5 décembre 2018. En effet. Voilà, et vous me disiez, vous me préveniez que voilà, le combat que vous menez, ce n'est pas mauvais, mais faites attention aux luttes d'ego. Vous me le disiez déjà. Vous l'avez dit en décembre 2018, faites attention aux luttes d'ego. Voilà, vous me dites. Merci de le reconnaître. Les autres, je leur tiens le même discours, mais ils ne comprennent pas. Non, vous me l'avez dit, et je ne savais pas à l'époque de quoi vous parliez. Ce qui fait que quand il y a eu cette histoire d'investiture et que j'en ai pris plein à la gueule, j'ai repensé à vous. J'ai dit, ben voilà, nous avons un ami en commun, Didier Ngo, que je ne connais pas dans la vie de tous les jours, mais nous avons fait connaissance à la faveur du combat qui menait pour la libération des détenus politiques. Des prisonniers politiques. Son association CL2P. Voilà. Donc, c'est moi qui suis allé vers lui, je crois, en 2010 par là, longtemps avant la libération de son père. Nous sommes devenus des frères, même si je ne l'ai jamais vu en vrai. Et je lui avais dit ce soir, Jackie m'avait prévenu que, mais écoute, mais je n'ai pas écouté. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Comme disait l'autre, c'est la vie des hommes. Toute œuvre portée par un homme n'est pas parfaite. Si vous regardez l'histoire des grandes révolutions, les cas de Che Guevara, Fidel Castro, quand ils commencent la révolution, ils sont nombreux et à un moment, ils deviennent des ennemis. Si vous prenez par exemple Mobutu, Lumumba, Sankara, Compaoré, même chez nous, l'UPC. On peut aller jusque-là, Idio Paul Biya. Jusque-là, même si ce n'est pas la même chose, mais quand vous regardez l'histoire des combats, on parlait de la France tout à l'heure, la Révolution française. Quand, au début de la Révolution française, il y a eu ce qu'on appelait le régime de la terreur, où on assassinait les gens parce qu'on les soupçonnait d'être des traîtres. Et souvent, on s'apercevait que ce n'était pas le cas. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Madame Roland, elle s'appelait Nanon et on l'appelait Madame Roland. Elle avait épousé quelqu'un qui appartenait à ce qu'on appelait les Girondins. Et Madame Nanon Roland. Et un jour, ce qui est devenu place de la Concorde, ça s'appelait place de la Révolution. Et il y avait un monument qui s'appelait le monument de la Révolution. Et je crois que c'était en 1793. Alors, on a décidé de la guillotiner, soi-disant qu'elle était une infiltrée, hein, le nom qu'on nous réserve aujourd'hui à nous.
Et au moment de la faire monter à l'échafaud, elle a regardé le monument de la liberté et elle a dit, oh liberté, que de crimes commettons en ton nom. Et on s'est aperçu qu'elle était innocente après. Mais la personne qui faisait ça, Robespierre, le fameux Robespierre, Maximilien, lui Ouais. aussi, il a été guillotiné après. Voilà. C'est-à-dire, il a été victime du régime de la terreur qu'il avait instauré. Juste pour vous dire que quand vous commencez un combat comme celui-là, vous avez des gens d'origines différentes. L'éducation n'est pas linéaire. Les gens viennent d'horizons différents. Ce qui les lie, c'est ce combat. Voilà. Mais ça n'empêche pas des dérives. Bon, l'homme, c'est ça, l'être humain. Mais moi, j'ai vu ces garçons de Calibré que j'ai rencontrés à Paris le 18 mai. Euh, la marche que nous avons 2019, en effet. 2019. Voilà. Et je l'ai eu au téléphone au moment de la tentative d'investiture. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules. S'il fait semblant, c'est que c'est vraiment un grand acteur. Voilà. Mais c'est un garçon, quand vous lui parlez, vous l'avez reçu chez vous à plusieurs reprises, il est sincère dans ce qu'il fait. Et c'est un grand patriote, pas seulement pour le Cameroun, parce que j'ai échangé avec lui, il est très concerné par les injustices qui se passent ailleurs, etc. Je ne vais pas dire que c'est un justicier, je n'arrive pas jusqu'à dire ça, mais c'est quelqu'un de sincère. Quand vous parlez avec lui, vous voyez qu'il a de la peine pour les autres, il a de la compassion, la considération, comme on dit en religion. Voilà. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, une fois de plus, je vais utiliser votre voix pour dire aux autres, attention, lutte d'ego. Pourquoi je le dis? Je reçois tout le monde et j'écoute tout le monde en off, comme en in, et je me dis, attention, je ne suis pas certain que tout le monde se bat pour un même idéal. Voilà pourquoi je vous avais dit, attention, lutte d'ego. Et vous avez vérifié cela, c'est Mais présent. Voilà. Nos pères fondateurs en ont payé le prix. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec les leaders de l'UPC, je fais un direct là aussi sur Facebook aujourd'hui, j'en ferai un autre. Euh, ils, ont, ils ont perdu le combat du fait de la lutte des égaux. Quand ils ont fait le premier congrès, je crois, c'est la première conférence des peuples noirs d'Afrique. Je crois l'Afrique n'avait que 8 pays qui avaient accédé à l'indépendance. Le Ghana, le Maroc, le Libéria, l'Égypte, Tunisie, etc. La première conférence des peuples noirs s'est tenue à Accra. Et on avait du mal à caser la délégation camerounaise, qui était déchirée par les luttes d'ego. Et on a finalement, et Nkrumah leur a dit, sort yourself out, mettez de l'ordre dans vos affaires, parce que vous n'êtes plus crédible. Parce qu'il y avait les Camerounais qui avaient une tendance avec les Russes, il y avait une autre branche qui était avec les Chinois, ça s'est tiré dessus. Et qui a ramassé la mise, c'est Ahidjo. Parce que tous les pères de l'indépendance, tous les leaders, les chefs historiques de l'UPC ont été massacrés. Le seul qui n'a pas été assassiné, qui est mort de mort naturelle, c'est Abel King, qu'on appelait le Saint-Jean de l'UPC. Saint-Jean, pourquoi? Parce que de tous les disciples de Jésus, le seul qui soit mort de vieillesse, c'est Saint-Jean. Voilà, tous les autres ont été tués. Et c'est ce qui s'est passé avec l'UPC. Oumiobe a été assassiné, trahi par Maï Mati. Roland Félix Moumier a été assassiné, trahi par un des siens. Roland Félix Moumier assassiné par qui, il faut préciser? C'est l'objet d'un de mes directs que je fais. Beaucoup de Camerounais savent qu'il a... Vous n'avez pas fait la publicité, vous direz ici. Vous êtes sur JMTV+, donc on parle d'ici. Non, vous me posez la question, je vous réponds. J'en parle souvent parce que tout le monde sait que Moumi a été empoisonné. Mais le poison qui l'a tué n'est pas celui qu'il a mangé au sein du restaurant. Parce qu'avant d'arriver au restaurant, il avait déjà été empoisonné. Et on savait qu'il aimait la compagnie des belles femmes, on savait il avait un goût pour les bons vins, et on a joué dessus. Et quand il arrive à Genève en octobre 1960, on va lui coller une colgueur dans les basques. Mais on va avoir besoin, parce que qui va leur dire qu'il aime les femmes? C'est une information interne, etc. Donc, quand il arrive au restaurant, il rencontre William Bechter, il se plaint du mal d'estomac. Or, le mal d'estomac, des problèmes d'indigestion. Mais ceux qui connaissent la médecine vont vous dire que le plomb, c'est-à-dire que je dis le plomb, le poison qu'on a utilisé pour le tuer a des effets proches du plomb. Il tue sa victime lentement,
mais il tue sa victime à coup sûr. Et donc, quand il arrive, il se plaint déjà du mal d'estomac. C'est-à-dire c'est le symptôme de cet empoisonnement qu'il a déjà eu. Le thallium, c'est le mot que je cherchais. Il a été empoisonné au thallium. Et le thallium était un poison très proche du plomb qui vous tue lentement, mais il vous tue sûrement. On n'en guérit pas. Du moins pas à l'époque. Donc, quand il arrive au restaurant, il s'installe. Déjà, il ne devait pas venir dans ce restaurant. Il devait rentrer au Ghana. Il a fait ses affaires, il devait rentrer au Ghana. William Bechter apprend que non, le Camerounais est en train de rentrer sans l'avoir contacté. On s'est débrouillé, on lui a collé une hôtesse derrière et il n'y avait pas de place pour lui avant une semaine. Alors il appelle William Bechter, qu'il a rencontré au Ghana en août. Le Français l'invite à manger. Donc quand il arrive au restaurant, il commence à se plaindre des problèmes d'indigestion. On empoisonne son apéritif. Il ne touche pas à son apéritif. On l'appelle au téléphone. Il revient, il ne touche pas à son apéritif qui est empoisonné. On commande du vin, il se met à boire du vin. Mais comme il n'a pas touché à l'apéritif, on empoisonne sur le verre de vin. Comme ça, on est sûr de ne pas le rater. Donc, on commande beaucoup de vin, il parle énormément, il parle de la lutte de son pays, etc. Et au moment de se séparer, il s'avise sur le vin de l'apéritif qu'il n'avait pas pris, il le prend et il le boit d'un trait. Donc, il est doublement empoisonné. Alors, ce que les services français voulaient, c'est qu'ils vous évitaient. Il ne fallait pas qu'il meure à Genève. Parce que les Suisses n'aiment pas trop ça, ils n'aiment pas qu'on vienne faire ce sang de boulot chez eux. Il était question qu'on le tue, parce que le plomb vous tue après 2 semaines, et qu'il aille mourir à Conakry ou au Ghana. On allait protester la lutte des égaux, les rivalités internes, etc. Mais qu'il vienne mourir à Genève, on allait tout de suite voir la main de la France derrière. Mais ce que le Français oubliait, ce qu'il ignorait, c'est que Moumié avait déjà été empoisonné avant d'arriver au restaurant. Il avait été empoisonné. Pardon? Par qui? Avant, il avait été empoisonné. Avant, par qui? Il a été empoisonné par les services secrets tchèques. Vous savez, nous sommes en pleine guerre froide. Et ils sont au courant. La femme, la maîtresse avec qui il est, s'appelle Patricia Natacha. La call girl qui était avec. Et elle était agent double. Elle travaillait pour le SNEC. Le SNEC, c'est l'ancêtre de la DGSE, le compte espionnage extérieur français. À l'époque, c'était le SNEC, c'était pas la DGSE. Elle travaillait pour le SNEC, mais elle travaillait aussi pour les services secrets de la République tchèque. Voilà. Et donc, les Tchèques ont voulu donner une bonne leçon aux Français. Donc, on savait que Bechter allait l'empoisonner au thallium. Donc, ils l'ont précédé. Et donc, il a été triplement empoisonné parce que, rappelez-vous qu'il a pris une double dose de poison au restaurant à Genève. Voilà. Donc, quand il arrive à l'hôtel, il s'écroule, on appelle l'ambulance. Dans un des rares moments de lucidité, parce qu'il était médecin, il va dire aux ambulanciers, j'ai été empoisonné au thallium. Voilà. Mais à l'époque, il n'y a pas de moyens. Mais comme des années plus tard, on va arrêter William Bechter, il va avoir un procès. Les Suisses vont faire un travail magnifique. Et on m'a dit, mais non, ce n'est pas lui qui l'a tué. Même si son poison a précipité la mort du Camerounais, il devait de toute façon mourir parce que avant son arrivée au restaurant, si le Français avait été intelligent, il ne se serait pas amusé à l'empoisonner parce que c'était déjà fait ailleurs. Voilà. Mais on l'a fait parce qu'on savait que lui, il allait empoisonner le Camerounais et il fallait qu'il meure à Genève pour créer des problèmes entre les services secrets français et les autorités suisses. Parce qu'avant cette histoire, il y avait déjà un problème. Voilà. Donc j'en parle souvent, mais on aura l'occasion d'en parler une autre fois si vous voulez. Mais bon, Alors, Jean-Pierre Dupont, sachez que comme Élisée Yonta, vous pouvez faire vos directs et me les envoyer en MP4 pour diffusion sur JMTV+. Tout ce qui éduque le peuple intéresse JMTV+. Je ne vous demande pas de payer pour ça, bien que je ne refuserai pas votre argent. J'ai besoin de payer tout ce que j'ai comme charge. Voilà. C'est dit en direct, sans regarder au montage. Moi, je fais la même démarche. Tous mes directs concernent l'histoire uniquement. Aujourd'hui, je parlais de la réunification. Ça fait quoi? Nous sommes 48 ans aujourd'hui que le Cameroun s'est uni. Enfin, les deux Camerouns se sont unis. Et donc, je parlais de l'historique. Donc, tous mes directs concernent l'histoire. Souvent, je parle de l'histoire d'Afrique. Je parle d'autres pays africains, etc. Donc, vous et moi sommes sur la même démarche. Et je le ferai de gaieté de cœur. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre Dupont. On garde le contact, on se reparle dès que possible. Dès que vous le souhaiteriez, on se reparle. Vous êtes éternellement le bienvenu sur JMTV+, tant que vous pouvez apporter de l'éducation au peuple.
Voilà. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation très compliquée, gardez quand même la banane. À bientôt. Bye bye.